Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Il est midi, 3 minutes. On est lundi, on est le 22 janvier. On vous souhaite bienvenue dans votre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM Côte-Nord Attitude. Bon midi, Jean. Bon midi, Valérie. Une autre veille de tempête hivernale qui est en vigueur. Encore de la neige. Demain, on va pelleter encore une fois. Faut prévoir ça. Hein? C'est comme ça depuis le début du mois environ. Hein? Quand il fait pas froid, il neige. Il y a des traditions, dont celle d'avoir une tempête de neige dans la semaine. Du tournoi Ferro à cette île. Ben voilà, tu vois. Et le tournoi Ferro, ça s'en vient, ça commence jeudi. Donc, on devrait pas échapper à cette tradition-là. En tout cas, pas si on se fie aux prévisions. Tant mieux, ça arrive météo. avant le tournoi. Oui, c'est ce qu'on veut. Les gens sont sur la route plus jeudi, vendredi. C'est ça, exactement. Donc, on veut que tout le monde soit en sécurité, qu'on puisse faire le match à l'extérieur aussi, hein, vendredi. D'ailleurs, on aura une émission, une émission spéciale le vendredi. Côte-Nord Attitude en prolongation. Espérons que ça sera beau puis qu'on va la faire à l'extérieur au Stade Holiday. Les 2 dernières années, on avait réussi à la faire dehors dans un trailer quand même, mais proche des gens. C'est quand même un bel événement. Ouais. Hein. Le tournoi Ferro, c'est pas pour des vedettes du hockey ou même des futures vedettes, mais c'est pour nos jeunes qui s'amusent au hockey mineur. Puis la classique, on fait ça avec des jeunes novices. C'est ça. C'est vraiment intéressant. C'est une belle expérience magique, surtout depuis que la LNH en fait là, des classiques extérieurs. Là, les jeunes regardent ça, puis quelque chose de particulier dans le fait de... presque en même temps. Je pense que c'est la fin de semaine des matchs des étoiles en fin de semaine prochaine dans la Ligue nationale. Ça se peut. Écoute, moi je suis tellement pas au courant de ça. Mais c'est ça. Donc d'ailleurs, on pourra en glisser un mot du tournoi Ferro ce midi, parce qu'il y a Pierre Gilbert qui va venir nous jaser à 12h40. Il vient plus pour parler de l'Ordre du mérite nord-côtier, qui est en fait cette cérémonie où on peut souligner les efforts de gens qui donnent dans la communauté, les gens qui font du bénévolat. Ça prend quoi? Ça prend 15 ans, je pense, de bénévolat dans la communauté pour pouvoir accéder à l'Ordre du mérite nord-côtier. En tout cas, Pierre pourra nous en parler parce qu'ils sont en période de recrutement présentement pour ça, si vous voulez inscrire des gens que vous trouvez qu'ils mériteraient. Donc, Pierre va être là pour nous en parler, mais il va aussi nous parler du tournoi Ferro un petit peu. Exactement. Avant d'accueillir Pierre Gilbert, on va s'entretenir d'abord avec Paul Lavoie de la Chambre de commerce de cette île. La semaine dernière, on formait une aile Inou. Donc, Paul Lavoie qui vient d'arriver, il sera notre invité à 12h15 en collaboration avec la Société de développement économique d'Ouachat-Macmaliottenam. On regroupe maintenant les gens d'affaires autochtones de la communauté d'Ouachat-Macmaliottenam. On en parle avec Paul, peut-être aussi avec Dave Vollant du conseil de bande. Ils sont en réunion actuellement, le conseil ITO, mais peut-être que Dave va être bon pour nous rejoindre aussi là, pour nous parler de cette initiative et des priorités de la Chambre de commerce. On parle politique aussi à 12h25, vers 12h28 plutôt. Denis Trottier sera notre invité. Il est un ancien député. Il est surtout le porte-parole ou l'instigateur d'un mouvement qui s'appelle Option Région. Il y a beaucoup à réfléchir pour la politique des régions. Sais-tu qu'on est rendu avec 19 partis politiques là, pour l'élection de 2018? 19? Il pourrait y avoir dans certains comtés 19 noms, puis c'est tous des partis politiques officiels. Il y a un gars de cette île qui en a fondé un nouveau, le NPD Québec. On connaît Pierre Ducasse, qui avait déjà été candidat à la chefferie du NPD Canada. Mais là, en fin de semaine, on a eu une assemblée où on a nommé le chef du NPD Québec. Ça fait un parti de plus. Il y a Bernard Gauthier, un autre gars de cette île, qui, lui, a appuyé la création du Parti citoyen au pouvoir. Ça fait beaucoup d'options. Et Option Région ne veut surtout pas créer un autre parti politique, mais réfléchir sur la situation au Québec. On a déjà eu un vote polarisé. On était rouge ou bleu. Après ça, on était souverainiste ou fédéraliste. Ben maintenant, il commence à avoir pas mal de partis dans le paysage politique. Pierre Gilbert sera avec nous à 12h40 et en fin d'émission Côte-Nord Attitude, on a notre chronique La Nouvelle d'intérêt avec Steve Chappado. On parle du redémarrage de la mine du lac Bloom et de d'autres projets miniers. On sait que Steve, comme directeur de la Caisse d'économie Desjardins des mines et des métaux, est assez bien branché dans le domaine minier. Alors, on va peut-être nous annoncer des choses intéressantes en fin d'émission. On sera là, bien sûr, et avant cette série d'entrevues, on s'offre un bulletin d'actualité complet. Actualité Pure FM.
Oui, Valérie, j'ai eu quelques informations de la part des pompiers, là, le service de protection d'incendie sur l'intervention ce matin à Matamec. On n'était pas tout à fait au bout, mais on était quand même assez loin de la caserne pour les pompiers de Sept-Îles. Un incendie qui a détruit complètement une résidence unifamiliale du secteur Matamec très tôt ce matin. Les pompiers ont pris la direction du site à 7 heures. La maison du 315 rue de la Mer était déjà en bonne partie consumée par les flammes lors de l'arrivée des pompiers. Ils ont sont quand même rendus sur place assez rapidement, en une vingtaine de minutes. C'est un voisin qui a alerté le service de protection incendie de la ville. Les résidents avaient déjà quitté le domicile. Une enquête tentera de déterminer les causes de l'incendie. Les pompiers ont aussi réalisé une autre sortie cette fin de semaine pour répondre à une alerte au monoxyde de carbone dans la nuit de samedi. Il s'agissait d'une fausse alerte. Le détecteur de monoxyde de carbone était défectueux puisqu'il était à la limite de sa durée de vie. Le département de prévention du service incendie rappelle qu'un avertisseur, là, ce type d'appareil-là, a une durée de vie de 10 ans. Triste nouvelle, Joël Boudreau de Havre-Saint-Pierre est décédé vendredi à la suite d'un accident sur la route 138 à Moisy en début d'après-midi. Une enquête de la Sûreté du Québec tente de déterminer les causes. Le conducteur était seul à bord et il aurait perdu le contrôle de son véhicule. Il est décédé à l'hôpital de Sept-Îles après son transport par ambulance. La route 138 est demeurée fermée jusqu'à 19h vendredi à l'est de Sept-Îles. La compagnie Alderon Iron recrute de nouveaux dirigeants et met en place un plan stratégique d'accélération de son projet Camille visant l'exploitation d'une nouvelle mine de fer dans la fosse du Labrador. Dans son communiqué de janvier 2018, le futur président et chef de direction d'Alderon, Tafel Eldem, annonce que le minerai de fer de haute qualité du projet Camille recevra un prix nettement supérieur au prix affiché, le prix de référence pour du minerai concentré de 62%. Une prime allant jusqu'à 25 $ la tonne est envisagée pour ce minerai de très haute qualité. Le projet Camille est localisé entre le lac Bloom et les mines d'IOC à Labrador City. Il représente des centaines d'emplois et des millions de dollars en retombées pour le Labrador et la Côte-Nord, selon le futur président qui entrera en fonction le 5 février. Monsieur Eldem a travaillé pendant 20 ans pour la compagnie minière Rio Tinto IOC. Toutes les études économiques du projet d'Alderon ont été mises à jour dans un document de présentation publié la semaine dernière. La compagnie mise sur une entente pour la vente de 40% de sa future production à Glencore. Alderon estime que les nouvelles commodités avec le quai multi-usagé et la société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire du côté du port de Sept-Îles facilitent la rentabilité du projet Camille. La boutique Atticus d'Ouachat agrandit son atelier de fabrication de produits artisanaux fabriqués par des Familous. Le projet de Bottes de l'Espoir connaît un succès grandissant depuis le passage de la femme d'affaires Josée Leblanc à l'émission Dans l'œil du dragon en 2016. La boutique Atticus devient un modèle pour la vente par Internet de produits fabriqués dans la région de Sept-Îles. La propriétaire de la boutique, Josée Leblanc, est fière d'avoir des clients jusqu'en Californie. Présentement, on est en train vraiment de faire en sorte que ma marque au Québec soit super forte pour arriver forte à l'extérieur. Mais déjà, ça déborde. J'ai eu des commandes de la Californie, j'ai eu une commande de l'Europe. J'ai tellement resté bête quand j'ai eu cette commande-là. Puis mon Dieu, comment ça que monsieur de la Californie avait entendu de ça. Puis là, il m'a dit que lui allait 1 mois de temps toutes les années ensuite. Josée Leblanc a réalisé un autre bon coup de marketing avec une association avec le Carnaval de Québec, alors que les 7 duchesses portent des bottes de l'espoir d'Ouachat jusqu'à la fin de l'événement. Il y a une citoyenne de Saint-Paul-Rivers en Basse-Côte-Nord qui s'appelle Heidi Buckle qui a signé un contrat gagnant à vie avec un lot de 1 000 $ par semaine de l'Auto-Québec. Elle a appris qu'elle gagnait le matin de Noël. Ça a été quand même un beau Noël pour elle, hein? Elle a fait ouvrir le dépanneur de son village le jour de Noël pour valider son gain. Elle prévoit maintenant réaliser un voyage en Europe. Bravo, Madame Dabasco. Ben oui, et le réalisateur Martin Larocque était de passage à Sept-Îles cette fin de semaine pour la présentation de son film Tadoussac. Le drame de fiction a été tourné sur la Côte-Nord. C'était pour le festival Ciné 7, bien sûr, qui se poursuit sous le thème Ouverture sur le monde jusqu'à dimanche.
15 films sont à l'affiche aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se concentre au Ciné-Centre de Sept-Îles. Mais à partir de demain, ça recommence au Cinégraphe de Port-Cartier aussi. Des films toute la semaine et jusqu'à dimanche avec le film de clôture qui sera Inunikamu, Chanter la résistance, présenté à la salle Jean-Marc Dion. Il y a du choix au Ciné-Centre. Ça reprend cet après-midi. Il y a au moins quatre séries de films, hein, quand même, jusqu'à 11h ce soir. Ça doit même être commencé là, d'après moi. Oui. Ouais, voilà, c'était les actualités au 94.1 Pure FM. Bien sûr, on fait une petite pause. Ensuite, on reçoit Paul Lavoie, qui est le directeur de la Chambre de commerce de Sept-Îles, qui va parler de cette aile Inou qui a été inaugurée la semaine dernière. Attitude. Un emploi dans le domaine de la sécurité vous intéresse? Inscrivez-vous dès maintenant à la formation d'agent de sécurité offerte par Garda World qui aura lieu du 5 au 16 février à Sept-Îles. Garda World a présentement plusieurs postes à combler. Salaire minimum de près de 18 $ de l'heure, possibilité de travailler à temps plein et de bénéficier d'avantages sociaux. Visitez garda.com/CDC ou appelez le 1-855-269-0357 pour plus d'informations. Faites vite, les places sont limitées. Il y a des matins. Allô, c'est Valérie. Tous les matins de semaine, j'ai le bonheur de commencer mes journées avec vous dès 6 heures. Actualité artistique, nouvelles locales, sujets qui vous touchent, le tout accompagné d'une dose de bonne musique et de bonne humeur. Je vous attends du lundi au vendredi de 6h à 9h. Pure FM 94.1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Valérie, on va parler des priorités 2018 de la Chambre de commerce, peut-être de certaines activités aussi, mais surtout d'une belle collaboration avec la Société de développement économique de Ouachat Macmaliottenam. La Société de développement, elle fait un peu comme la corporation économique de la ville. Elle aide au démarrage, elle a toutes sortes de programmes, mais elle regroupe pas nécessairement les entrepreneurs. On voyait qu'il y avait un besoin, mais là, il va y avoir une aile autochtone à la Chambre de commerce. Le directeur général de la Chambre, Paul Lavoie, est avec nous. Bonjour, Paul. Bonjour. Paul, on va en parler tantôt. Là, peut-être d'abord, toi, je sais que tu fais pas de politique, mais la semaine dernière, on a reçu Marc Brouillette puis Régent Porlier qui nous a annoncé une nouvelle collaboration. Là, le milieu économique, le milieu politique fait des liens. Je pense qu'à la Chambre, on est dans ce mouvement-là aussi. Hein? On va embarquer là-dedans. Là. Ben écoute, tu l'as bien dit, la Chambre de commerce, faut faire attention, on fait de la politique parce que c'est notre mandat, mais on fait pas de politique partisane. Mais en tant que représentant de nos membres, effectivement, on a à agir sur le plan politique, par exemple, en allant faire des suggestions, ça peut être confronter des politiciens à l'occasion sur certaines politiques, mais on n'est pas là dans un but partisan. Ceci étant dit, je veux dire, c'était pas exactement un secret que il y avait une problématique au niveau de développement économique Sept-Îles par rapport à Monsieur Porlier. Puis nous, en fait, on applaudit justement l'initiative qu'ils ont pris de s'asseoir tout le monde autour de la table, se regarder dans le blanc des yeux, puis se dire les vraies affaires. Ça semble porter fruit, donc je pense que tout le monde va en profiter ultimement. Oui, c'est inévitable de faire de la politique quand on est dans le domaine économique. De toute façon, au Québec, hein, on regarde des dossiers comme Pointe-Noire, par exemple. Là, ça a été politique pour le bien-être de notre économie, finalement. Là. La politique est très présente. Tout à fait, sauf que c'est qu'une chambre de commerce reste un organisme de représentation de ses membres. Et donc, par la force des choses, soit la Chambre de commerce de Sept-Îles ou notre fédération va faire de la représentation politique. C'est simple, mais on n'est pas là pour représenter un parti ou un candidat en particulier, sauf qu'évidemment, on a à intervenir auprès des acteurs politiques. Mais oui, puis des fois, on travaille pour faire la lumière, que les gens puissent se faire un point de vue éclairé également avec des conférences, toutes sortes de conférenciers. Exactement. Il y en aura sans doute en 2018, avant l'élection d'octobre prochain. Il y a un renouveau, hein, la Chambre de commerce, votre dernière assemblée générale, là, la présidente se sentait peut-être pas prête à venir nous voir ce midi, mais il y a toute une nouvelle équipe sur votre conseil d'administration, puis majoritairement des femmes. Oui, tout à fait. À ma connaissance, c'est du jamais vu à la Chambre de commerce de Sept-Îles. Notre conseil d'administration, premièrement, on a changé nos statuts et règlements et on est passé de 15 membres au conseil à 11, qui est le minimum permis par la loi sur les chambres de commerce.
Mais la grande nouveauté, c'est que 6 membres sur 11 sont des femmes. Et oui, tu l'as mentionné, j'ai une nouvelle présidente qui est Karine Lebreu, qui travaille aux entreprises 7 jours. Et effectivement, Karine est non seulement nouvelle présidente, mais nouvelle administratrice aussi. Puis c'est pour ça qu'elle voulait quand même se donner le temps de bien maîtriser les dossiers avant d'aller en entrevue avec des intervieweurs aussi redoutables que Jean Saint-Pierre. Quand même, là, on a une grosse équipe au conseil d'administration. Karine Lebreu, tu l'as nommé. On peut nommer d'autres qui arrivent aussi. Je pense David Héroux, c'est un nouveau. Oui. Karine Terrien, Mylène Sivray, Roxane Vézina-Labelle. On a même des jeunes quand même. Isabelle Ross, Denis Smith. Ça c'est un vieux de la vieille, si on sait là. Charles-André Nadeau, Steve Guillemette qu'on connaît bien, Sylvain Desrochers et Arlène Baudin. Donc là, on est d'attaque, quoi. J'imagine qu'on a eu le temps de discuter des priorités et tout ça aussi à la Chambre. Là. Oui, tout à fait. Dans le fond, tu l'as mentionné, évidemment, on a un changement au niveau de la composition, c'est-à-dire on est majoritairement féminin, mais en tout respect pour mes anciens administrateurs, la moyenne d'âge a effectivement beaucoup descendu. On doit être aux alentours de 40 ans, donc évidemment, il y a des préoccupations qui sont un petit peu différentes en fonction de la nouvelle composition du conseil d'administration et il y a une volonté qui est très ferme du nouveau conseil d'administration de la Chambre de commerce de vraiment se centrer sur les besoins des membres. On avait déjà commencé l'année passée avec la campagne que vous connaissez tous, Parlez-nous, la campagne de solidarité commerciale. Donc, on va continuer à travailler pour soutenir nos membres, à se perfectionner au niveau du service à la clientèle, entre autres pour essayer de réduire les fuites commerciales à cette île, et un gros projet qu'on est en train de préparer, qui là s'adresse à un public beaucoup plus large même que la Côte-Nord, c'est le colloque ADN Plan Nord qui va avoir lieu à cette île le 10 mai en collaboration avec la Société du Plan Nord, où là on va parler d'une foule de thématiques allant de l'indépendance alimentaire en milieu nordique isolé à aller jusqu'au potentiel touristique à développer en passant par l'exploration minière, parce que on le sait pas tout le temps, mais il y a d'autres choses que du fer dans la fosse du Labrador. Donc, comment on peut diversifier l'apport minier à l'économie. Donc, on va vraiment aller sur tous les fronts avec ce colloque-là. Et ensuite, évidemment, d'autres activités avec des grandes entreprises, comme par exemple ce qu'on a fait la semaine dernière avec Minerais de Fer Québec. Ben, c'est intéressant, ADN Plan Nord. Je pense qu'il y en a eu un à Bécomo. Le principe de base, c'est de mieux se connaître son ADN, ses forces, ses faiblesses pour s'améliorer, mais surtout pour se développer, là, bien se connaître. Exactement. Paul, je vois pas de nom Inou là sur ton nouveau conseil d'administration. Ça va se faire plus tard, sans doute. Quelle forme ça prend? Là, on parle d'une aile autochtone. C'est un petit peu comme la jeune chambre, finalement. Là. C'est relativement autonome, quoi, comme organisation. Ton exemple est très bon. C'est sur, disons, dans la composition, dans la façon de travailler, ça va être exactement comme la jeune chambre de commerce. Faut dire, la jeune chambre de commerce n'est pas un organisme indépendant. C'est pas un organisme qui existe. C'est un comité qui est formé au sein des membres de la Chambre de commerce. Donc, l'aile Inou va fonctionner de la même façon. Ça va être à partir du membership de la Chambre. Donc, on va encourager plus d'entreprises de la communauté à devenir membres de la Chambre de commerce. Et parmi ces entreprises-là, ils vont s'élire un comité directeur ou un conseil d'administration, nommons-le comme on veut. Et eux vont déterminer les enjeux sur lesquels ils veulent travailler de façon plus particulière, mais avec le soutien de l'équipe permanente de la Chambre. Mm-hmm. Et c'est pertinent, hein? Ça vient d'où l'idée? Ça vient de vous autres? Ça vient des Inuits qui avaient le goût d'avoir un regroupement? C'est la Société de développement économique qui voulait peut-être avoir ce volet-là aussi, complémentaire à ce qu'elle fait déjà? Écoute, c'est un mélange d'un peu tout ce que tu viens de dire. J'avais eu des conversations un petit peu avec Ken Rock, le directeur de la Société de développement économique, là-bas, il y avait une volonté évidemment d'aider les entreprises à se regrouper mais surtout à faire plus de partenariats, plus de maillage, mieux connaître les entreprises allochtones, parce que dans les dernières années, il y a quand même eu des partenariats qui se sont créés entre entreprises autochtones et allochtones, mais ça n'a jamais été fait, disons, encouragé de façon officielle, si je peux le dire. Mais le gros, si tu veux, de la situation qu'on est en train de vivre, c'est fait au travers d'une conversation entre moi et Dave Vollant, qui est conseiller au conseil de banque. Lui vendait son entreprise à un autre entrepreneur. Il est venu nous le présenter à la Chambre de commerce. J'ai lancé l'idée de même, écoute, il faudrait finir par faire une aile Inou. Puis il a dit, oui, faisons-le. Et comme, disons, avec les bons caractères d'entrepreneurs qu'on a, on est immédiatement passé de la parole à l'intention, puis la semaine passée, de l'intention à l'action. Et là, on va vraiment former cette aile Inou-là de la Chambre de commerce. Bon, puis ça se pourrait que ça soit pas une relation coloniale, là, de coloniseur à colonisé, parce qu'il y a des beaux modèles, des belles réussites chez les Inuits. Hein? On parlait aux nouvelles tantôt de José Leblanc. Oui. Elle, avant, sur Internet,
Internet, son site est efficace. C'est comme une entreprise qui est dans la région de Sept-Îles, puis qui va en Californie, en Europe, qui exporte comme ça ses bottes de l'espoir. Il y a des beaux modèles. Si tu regardes Benoît Audette avec Nemetar, tu sais, il y en a des super belles entreprises de nos partenaires autochtones. Et pour nous, c'est certain qu'en tant que chambre de commerce, mon membership, il n'y a pas de frontière. Mon membre, s'il est à Ouachat, c'est un membre de la Chambre de commerce. C'est pas un Innu, c'est un membre de la Chambre de commerce. Quand on parle d'entrepreneuriat, de développement économique, il faut arrêter de penser en termes de frontières, puis de lui et de l'autre bord de la clôture. Moi, je suis là. Que ça nous plaise ou pas, on est tous dans le même bateau sur le plan de l'économie et on va tous tirer avantage que les deux communautés soient prospères parce que les Inuits, évidemment, sont des grands consommateurs au niveau du commerce de détail. Donc, s'il y a une prospérité sur la communauté, ça entraîne une prospérité pour les entreprises de cette île aussi. Est-ce qu'elle fonctionne bien des deux bords, la relation au niveau des affaires, là, au niveau économique entre les non-autochtones et les autochtones? Ici, ils ont leur entreprise. Des fois, ils ont des contrats de leur conseil de banque. Des fois, ils ont des réalités qui sont pas les mêmes, hein, au niveau des taxations, tout ça. Finalement, ça marche bien des deux bords, tout ça? Ben, écoute, c'est comme dans toutes les situations, il y a des aspects qui fonctionnent très bien, des aspects qui fonctionnent moins bien. On peut pas laisser aller non plus la dynamique du libre marché. Des fois, tu perds un contrat, t'es pas content, ça peut être facile de dire c'est parce que, mais au bout du compte, c'est le marché qui a décidé parce que l'autre était peut-être plus compétitif que toi. Mais nous, en tant que chambre de commerce, on n'a pas à gérer cet aspect-là. C'est vraiment de valoriser nos membres, la préoccupation tous autant qu'ils sont, puis d'encourager après ça, par des occasions qu'on va organiser, entre autres avec l'aile Innu de la chambre de commerce, d'organiser des occasions de réseautage puis de maillage entre les entreprises autochtones et allochtones du territoire de cette île. En même temps, ils sont rendus dans la gang, là, ils sont rentrés dans la chambre, ils pourraient se retrouver sur ton CA, ils pourraient se retrouver comme les femmes présentement majoritaires un jour sur ton CA, tout est possible. Ils vont être invités à toutes vos activités, finalement. Ils vont être invités à toutes les activités et tous les membres de la chambre de commerce peuvent se présenter pour être membres du conseil d'administration, peu importe leur origine ou leur adresse. Mm-hmm. Autre priorité en 2018, là, pour la chambre, on n'a pas vu votre calendrier d'activités. On a parlé d'ADN au mois de mai, mais il y a peut-être quelques conférences qui sont en train de se contracter, là, ou de s'organiser. Ben, c'est ça, on en a quelques-unes, oui, que je peux pas révéler parce que pour l'instant, c'est pas encore déterminé. C'est plus une question de date. On a une activité qui s'en vient en février, une autre qui s'en vient plus probablement au mois d'avril, dont je peux pas parler. Mais on continue au niveau de la campagne d'achat local. On va avoir une belle activité au mois de mars. On est en train de ficeler ça. On va donner une formation pour les étudiants du secondaire et du cégep qui vont aller appliquer sur les postes pour les emplois d'été. Une formation de base en service à la clientèle. Puis on va leur donner un petit tag comme l'équivalent de gardien averti quand on était jeune, mais comme service averti ou service client. Et on va encourager les membres de la Chambre de commerce à embaucher ces gens-là en priorité. Donc, on forme déjà les commerçants au service à la clientèle. On commence à former la future génération d'employés. Et l'idée étant qu'à moyen et long terme, on va vraiment voir des grosses améliorations sur cet aspect-là dans nos commerces. Bon, puis il y en a eu deux belles activités qui ont un peu lancé l'année pour la Chambre, hein, ce grand réseautage Mamou-Nitan, c'est comme ça un peu qu'on va appeler l'aile Innu, va s'appeler comme ça? Non, Mamou-Nitan, ça veut dire ensemble, loin ensemble. Loin ensemble, OK, on va aller loin ensemble. C'est comme une traduction du slogan de la Chambre de commerce, mais l'aile n'a pas encore de nom. Ils vont avoir à se donner un logo aussi. Ils se réunissent cette semaine justement pour discuter de ça. Mais écoute, honnêtement, je vais le dire humblement, on pensait avoir 60 personnes à tout casser. Finalement, on était plus de 130 à l'activité, ce qui en dit long sur l'engouement que ça a provoqué. Fait qu'on est extrêmement fiers. Et il y avait quand même beaucoup d'entreprises qui avaient des représentants de la communauté qui étaient là. On n'était pas juste entre allochtones. C'est ça que je me suis fait poser la question. Il y avait quand même beaucoup d'Inuits qui étaient là. Fait qu'on est extrêmement fiers de cette activité-là. Mais je pense qu'il y a eu une belle réussite avec le dîner-conférence où on recevait Monsieur Catafort de Champion. On va en reparler tantôt avec Steve Chapado va venir nous en faire un petit compte-rendu à sa chronique. En terminant, est-ce qu'on sent là au niveau des commerces, de la Chambre de commerce, qu'on est dans une période de reprise 2018, ça devrait être une bonne année pour cette île après avoir connu quand même là une période difficile, là, 2015, 2016, c'était pas rose. Particulièrement 2017 a été difficile. Écoute, moi, ce que j'avais comme un peu mot là, des entreprises à partir du milieu de 2017, c'était que c'était pas bon, mais ça descendait plus.
OK. Donc, mais tu sais, il était comme au fond du baril, si on peut dire. Okay. Et là, on sent une certaine reprise. Disons qu'on a appris à modérer notre enthousiasme quand même, sauf que les affaires reprennent tranquillement. On n'est plus en période de descente pour la plupart des entreprises. Donc, je pense qu'il y a quand même un certain vent d'enthousiasme qui peut revenir, un enthousiasme prudent, s'entend, sauf que 2018 risque d'être bien meilleur que 2017. On a perdu des joueurs symboliques comme Trinor, hein, quand même, en 2017. On devrait pas trop en perdre d'autres en 2018, on l'espère. Là, le creux, le monde a de l'air d'avoir passé à travers le creux, donc. On va voir, sauf qu'en même temps, les entreprises ont été extrêmement fragilisées par la dernière crise économique. Et là, c'est difficile une fois que tu n'as plus beaucoup de liquidités, que tu as été obligé de vendre des équipements, tu as perdu du personnel parce que tu as été obligé de les laisser aller. Quand les contrats reviennent, ça coûte quand même de l'argent pouvoir miser sur un contrat parce que tu as des liquidités qui sortent. Est-ce que tu es capable d'aller rechercher les employés dont tu as besoin, l'équipement? Fait qu'il y a quand même une période d'adaptation qui peut être difficile parfois quand il y a une reprise économique, mais on a confiance aux capacités de nos entreprises pour se relancer. Paul Lavoie, directeur général de la Chambre de commerce de Sept-Îles, un gros merci pour ta présence en direct à notre émission Côte-Nord Attitude. Merci à vous. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Dans votre entreprise, la connexion Internet doit fournir la même vitesse à tout le monde en même temps. Ça tombe bien, le réseau TELUS Pure Fibre est arrivé. Une capacité inégalée, peu importe le nombre d'utilisateurs. Offert dans certaines localités, détail à telus.com/fibre affaires. Chez Walmart, le prix le plus bas est ce qui compte. C'est pourquoi les pizzas surgelées Casa di Mama et Ristorante sont seulement 2,97 chacune. Walmart, économisez plus, vivez mieux. Comme chef d'entreprise, vous n'avez pas le temps de recommencer parce que votre serveur est surchargé. Le réseau TELUS Pure Fibre est arrivé. Ultra stable, même lorsque l'on transfère de très gros fichiers. Offert dans certaines localités, détail à telus.com/fibre affaires. Côte-Nord. Attitude. On va parler de politique avec les élections qui s'en viennent en 2018. Il y a de plus en plus d'options politiques au Québec et pour les régions. Je pense qu'il faut réfléchir, là, peut-être même pour un vote stratégique avec l'émergence de plusieurs partis politiques. Il y en a un nouveau, le NPD Québec, qui a un peu pris naissance avec l'élection d'un chef. Un parti qui a été fondé par un gars de Sept-Îles, Pierre Ducasse, il y a quelques années de ça. On va parler avec le porte-parole d'Option Région qui réfléchit sur la politique et les régions depuis plusieurs années, l'ancien député Denis Trottier, qui a d'ailleurs un média web pour réfléchir avec Option Région. Bonjour, Monsieur Trottier. Bonjour. On a déjà parlé de votre projet Option Région. Là, c'est pas un autre parti politique que vous voulez fonder quand même. Là, on est rendu à une vingtaine au Québec. C'est beaucoup. Non, c'est sûr qu'il y en a déjà trop, à mon avis. Là, dans une société, il n'y a pas tant d'options que ça. Puis notre problème au Québec, c'est qu'on a beaucoup de facilité à se chicaner sur toutes sortes d'affaires. Là, on pourrait dire que pourrait faire une longue liste de chicanes, là, que ce soit les jeunes par rapport aux vieux, que ce soit les hommes, les femmes, les régions par rapport à Montréal. En tout cas, on pourrait faire toute une liste. On se chicane sur à peu près n'importe quoi. Oui. Et je pense que quand il arrive des élections, on devrait peut-être prendre une pause, là, faire ce qu'on appelle un time-out, là, dire on va arrêter. Puis est-ce que c'est possible de trouver, par exemple, 5 priorités qui pourraient faire consensus chez un assez grand nombre de personnes, puis à ce moment-là, proposer ça à l'ensemble des partis politiques, puis dire, regardez, là, ça fait consensus au Québec, quel que soit le parti, ils pourraient prendre ça comme engagement, puis faire avancer le Québec au lieu de continuer de chicaner inutilement. Monsieur Trottier, vous êtes dans une région où la souveraineté était très populaire. Le vote au Québec a été polarisé, hein? On était soit souverainiste ou soit fédéraliste à chaque fois qu'on allait voter pendant, quelques décennies quand même au Québec. Est-ce que cette polarité-là, c'est terminé pour vous, là? La souveraineté, c'est derrière, il faut passer à d'autres choses, c'est un peu ça? Non, je dirais pas que non, mais sauf que quand arrive une élection, il faut peut-être profiter de cet état-là pour essayer de trouver quelque chose de nouveau, parce que de toute façon, c'est sûr que la polarité, elle existe depuis très longtemps. Là, il y avait les bleus puis les rouges anciennement, puis c'était comme une religion. Il y a des gens qui étaient d'une couleur de génération en génération. Là. Ça se transmettait, c'était quasiment génétique. Puis ça, c'est sûr que ça a créé probablement un effet négatif du fait que il y avait des divisions dans les familles, etc. C'était pas toujours facile. Fait que les gens essaient de trouver d'autres choses. Puis en plus, on est dans un monde de plus en plus individualiste avec Internet puis le Facebook dans lesquels on reçoit juste les messages qu'on veut bien recevoir. Chacun est dans sa petite niche, on pourrait dire. Puis à ce moment-là, il veut pas recevoir les opinions des autres. Chacun pense qu'il a raison.
mais sauf que la vérité, pas plus qu'avant, elle se trouve pas dans une seule personne ou dans un seul parti. C'est pour ça, d'après moi, qu'il faudra essayer de s'asseoir de temps en temps puis de dire, y a-t-il des choses sur lesquelles ça fait consensus? Y a-t-il des choses là que autant à Québec qu'à Montréal puis dans les régions ça marche, ou à la limite ça peut être des priorités différentes dépendant des régions là. En attendant, il va y avoir plusieurs noms sur la liste. Ici dans Duplessis, on peut penser qu'un candidat du nouveau parti citoyen au pouvoir fondé par Bernard Rambaud-Gauthier pourrait avoir une place importante là, parce que M. Gauthier va l'appuyer même si ce sera pas lui le candidat. Il commence à en avoir trop des partis politiques selon vous là, on devrait en fusionner quelques-uns? Écoutez, à partir du moment où il n'y a pas tant de tendance que ça dans une société. En gros, on pourrait dire qu'il y a une tendance gauche-droite entre progressistes et conservateurs. Ça existe, puis il y a différents niveaux là, de progressisme. La même chose au niveau du fédéral puis de l'indépendance. Il y a des indépendantistes puis des fédéralistes, mais ça donne quoi de multiplier? Puis aussi, ce qui me choque un peu, c'est qu'il y a des gens que s'ils n'ont pas 100% de ce qu'ils veulent, ils se décollent un nouveau parti. Prenons l'exemple, par exemple, d'Option nationale qui a été démarré, c'est que là, il y avait devant un parti indépendantiste, le Parti québécois, et là, on parlait pas assez de souveraineté, ça fait que là, on décolle un nouveau parti, et ce que ça donne comme résultat, c'est que l'indépendance avance moins rapidement du fait qu'il y a 2-3 partis indépendantistes aujourd'hui, alors qu'avant, il y en avait un seul. Ça fait que la division, ça renforce pas. Même chose pour la gauche, hein, le NPD Québec, là, qui va regrouper des fédéralistes de gauche, pourrait s'harmoniser avec Québec solidaire. Il y a quand même la division de tous les bords aussi, là. C'est évident que ça va diviser le vote avec Québec solidaire. S'ils sont capables d'avoir, on dirait, des quelques candidats qui ont un certain prestige, ça peut avoir cet effet-là. Les anglophones, entre autres, peuvent être tentés parce qu'il y a des anglophones fédéralistes qui peuvent être intéressés à voter pour un parti comme le NPD. Ça fait que c'est sûr que ça va diviser le vote et il faut se rappeler qu'un parti prend le pouvoir quand il est capable de regrouper. Tant qu'au fédéral, il y avait 2 partis de droite là anciennement, puis qu'ils ont réussi à former un nouveau parti, le Parti conservateur, là, ils ont été élus. Mais tant qu'ils étaient divisés, ça fonctionne pas. Puis il y a des gens qui aiment mieux passer leur vie sans atteindre le pouvoir, sans être capable de changer quelque chose, mais de dire j'avais raison sur toute la ligne. Ça, moi, je trouve ça malheureux parce que c'est pas comme ça qu'on doit faire de la politique. Si on veut changer des choses, il faut être capable à un certain moment donné d'atteindre le pouvoir puis de pouvoir les transformer. Mais pour ça prend des compromis. Pas des compromissions, mais des compromis. Il faut être capable de temps en temps de dire, on va essayer de trouver des éléments qui sont plus consensuels, puis on va accepter de diminuer certains éléments par rapport à d'autres. Il reste quand même 8 mois avant la prochaine élection. Vous savez très bien que c'est long, 8 mois en politique, M. Trottier. Est-ce qu'il peut y avoir on pourrait avoir un portrait différent de ce qu'on connaît présentement? Je sais pas, moi, le parti de M. Gauthier pourrait se rapprocher de d'autres pour avoir moins d'options sur le prochain bulletin de vote au Québec. Il peut se passer sortes de choses, mais une chose est certaine, c'est que démarrer un nouveau parti, c'est que là, quand t'as pas de moyens financiers, quand t'as pas d'organisation, le Québec, c'est très grand, c'est immense, très difficile, puis je pense que, tu sais, puis là-dedans aussi, il y a des gens qui aiment ça se faire voir, il y a des gens qui peuvent pas être candidats d'un parti, il faut qu'ils soient chefs d'un parti, ça fait partie aussi des problèmes qu'on a dans notre société, là. Il y a plus de chefs que d'Indiens, là, ça c'est pas d'avance, ça, mais c'est vrai que 8 mois en politique, c'est une éternité. Puis bien souvent, malheureusement, dans une campagne électorale, c'est pas toujours des éléments fondamentaux qui font que les gens finissent par pencher d'un côté ou d'un autre. Là, parfois, des petits éléments qui amènent un changement important au niveau du vote. Ouais, dans des comtés comme le Haut-du-Lac-Saint-Jean ou la Côte-Nord, de rester au Parti québécois, ça risque de nous marginaliser après la prochaine élection. Vous pensez, là, il y a beaucoup de départs depuis quelques jours au PQ. C'est un parti qui est en train de sa popularité s'effrite, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans les sondages. Oui, mais il faut être conscient là, que dans le fond, c'est que là, les gens, ils cherchent quelque chose de nouveau un peu, par exemple, comme à Montréal, là, Valérie Plante, mais on s'aperçoit là que c'est pas une garantie de succès. Là. Disons que son paradis a pas duré longtemps. Là. Elle est retombée dans la réalité assez rapidement. Là. En plus aussi, c'est que c'est possible que le Parti québécois remonte, parce que la CAQ, c'est pas garanti. Est-ce qu'ils vont avoir des bons candidats, des bonnes candidates? C'est arrivé plusieurs fois que la CAQ, avant les élections, il y avait un très bon pourcentage de
de vote, puis plus les élections s'approchaient, plus le pourcentage baissait. Puis il faut être conscient aussi qu'une campagne électorale, là, ça fait des flamèches des fois, et des fois, il y a des gens qui s'en sortent pas indemnes, et ça peut changer la dynamique d'une manière assez importante dans le cadre de la campagne électorale. Les chicanes entre la gauche et la droite, ça, c'est celles qui vont rester sans doute, hein? C'est le portrait qu'on a un peu partout à travers le monde quand on va voter, quand on a des débats politiques. Pour les régions, est-ce qu'il y a une meilleure option que d'autres, là? Votre organisation s'appelle Option Région. On fait quoi pour 2018, pour l'élection à Option Région? Est-ce qu'on va recommander un parti plutôt qu'un autre? Plutôt que de recommander un parti, moi, je vais faire des suggestions. Par exemple, comme je souhaiterais bien qu'on puisse séparer les redevances sur les ressources naturelles qui sont puisées à même les territoires. Il faudrait qu'il y aurait, on pourrait dire, un concept qui garantirait des redevances. Autrement dit, c'est que chaque utilisation de ressources devrait permettre une redevance à la région. C'est comme ça que les régions vont pouvoir se développer. J'aimerais ça que les régions obtiennent un gouvernement régional, qui se dote d'un gouvernement régional, même avec une constitution régionale. Le Québec est tellement grand, puis il y a tellement de différences entre, par exemple, si on prend Sept-Îles puis Montréal, là, c'est deux mondes, là, puis il y a beaucoup d'écarts entre les deux, puis on peut pas avoir exactement les mêmes lois à Montréal qu'à Sept-Îles. On peut pas regarder l'aménagement du territoire de la même façon. Je pense qu'il faut qu'on tienne compte des régions, puis je suis pas capable d'accepter la centralisation qu'on a à l'heure actuelle. Pourquoi est-ce que des décisions concernant une région qui seront prises à Québec seraient meilleures que prises par les gens de la région? Moi, j'accepte pas ça, qu'on décide, mais prenons l'exemple de la forêt, c'est décidé à Québec. Comment ça se fait, ça, que les gens qui sont tellement passionnés de la forêt refusent de rester dans une région forestière? C'est pas acceptable, ça. Des gens qui veulent pas rester dans la forêt, puis qui décident de l'avenir de la forêt, je suis pas certain qu'ils prennent les bonnes décisions. En terminant, on peut toujours suivre votre mouvement, réfléchir avec vous, peut-être, sur le web. C'est interactif, cette réflexion-là. C'est un média web aussi qui diffuse télé-radio, hein, sur Internet. Oui, c'est par le biais du réseau des télévisions communautaires. Il y a une quinzaine de télévisions qui diffusent mon émission. Denis Trottier, président d'Option Région, un gros merci pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Centre Hi-Fi Groupe Select Sept-Îles. La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire embauche pour la relance de ses activités. Plusieurs postes sont disponibles. Consultez le site web sfppn.com pour toutes les opportunités d'emploi. Actuellement, nous avons besoin d'un planificateur de l'entretien mécanique, d'un fiabiliste, d'électricien et de superviseur aux opérations. Prêt à relever le défi du redémarrage des activités à la Pointe-Noire? Postulez via le site sfppn.com. Plusieurs autres opportunités sont à venir. Soyez à l'affût. Masexualité.ca vous demande: êtes-vous vraiment informé? Hey, ça dit ici que si tu commences à prendre la pilule, on n'aura pas besoin de condom. Ouais, je sais. Tu m'as toujours dit que c'est plus hot. Mais j'ai aussi entendu dire que la pilule fait engraisser. Ben, on pourrait s'essayer juste une fois. De toute façon, c'est quoi les chances? Hey, si tout ce que vous entendiez était vrai, les castors parleraient, on vivrait dans des igloos, et puis vos parents auraient toujours raison. Vérifiez les faits à masexualité.ca. Attitude. Midi 40 pile, on a avec nous en studio Pierre Gilbert qui va venir nous parler du tournoi Ferro. D'ailleurs, j'ai un erratum à faire parce que Pierre m'a bien averti en entrant, hein, c'est ça. Parce que en début d'émission, j'ai dit que le tournoi Ferro commençait jeudi, mais en fait, il commence mercredi. Alors voilà mes excuses, c'est fait. Donc Pierre va nous parler du Ferro, mais il est aussi là pour nous parler de l'ordre du mérite Nord-Côtier en tant que vice-président, en tant que c'est ça, vice-président de cette organisation-là, c'est ça, président même. 2 erratums aujourd'hui. Là. Bon, 2 erratums, ça va pas bien. Vice-président, ça c'est Hockey Côte-Nord. Là, il est président du comité organisateur du tournoi Ferro, voilà. Président de l'ordre du mérite Nord-Côtier, puis on doit avoir 2-3 autres présidences ou d'autres CA, non? Bedeau, ah ouais? Ah. Est-ce que tu prends le temps de dormir, Pierre? Oui, un petit peu. Donc, pas cette semaine, par exemple. Il n'y aura pas le temps cette semaine de dormir. Exactement. Ordre du mérite Nord-Côtier, on va commencer en parlant de ça. Cette organisation-là qui, en fait, souligne l'apport de bénévoles dans la communauté. Hein. C'est ça que vous faites. Oui, puis c'est pour eux, c'est pas seulement cette île, c'est toute la Côte-Nord au complet. Là. Je pense que c'est notre 34e ou 35e année. Là. Alors, c'est certain que nous, là, à la base, ça a été fait par les gens de cette île. C'est des gens de cette île qui opèrent, si on veut, qui opèrent le comité, mais c'est pour tous les gens de la Côte-Nord, là,
Place-Sablon à Tadoussac, là, en passant par Fermont. Et là, vous êtes en train de travailler sur votre prochaine cérémonie d'intronisation à l'Ordre du Mérite Nord-Côtier. Pour avoir une cérémonie, il faut avoir des gens qui vont être intronisés. Et justement, là, c'est ça, vous êtes à la recherche de bénévoles pour leur donner justement cet hommage-là. Si on veut, nos formulaires sont disponibles actuellement sur notre site ou à mnc.org. Alors, les gens peuvent se rendre là, soit que c'est pour une personne ou pour un organisme aussi. On a des organismes aussi qui se font souligner. On a des gens à titre posthume. On a des certificats honneur et mérite là, pour des gens qui sont comme le dernier, c'était Louis Jean Cormier. Des gens un peu comme ça, là, de la place qui représentent bien la ville là, en grandeur du Québec et même ailleurs, si on veut. Là. Okay. Alors, actuellement, les formulaires sont disponibles. C'est du 15 janvier au 15 de mars. Alors, il faut recevoir le formulaire complété là, avant le 15 de mars. C'est quoi les critères pour que quelqu'un soit admissible à cet ordre-là? Le principal critère, si on veut, c'est d'avoir fait une quinzaine d'années de bénévolat. C'est pas supposé nécessairement être consécutif, parce que les gens, des fois, dans leur carrière, ils prennent une pause puis ils reviennent, mais c'est d'avoir au moins 15 ans là, de bénévolat. On sait que les gens qu'on reçoit là, ont pas mal plus que 15 ans là, dans l'ensemble des cas. Mais c'est un petit peu ça, là, le principal critère. Et puis bon, comme je t'ai dit, sur le formulaire, il y a des choses à respecter, là, des lettres là, de reconnaissance de quelques organismes, des choses comme ça. Là. Mais c'est tellement, je pense qu'on l'a fait assez clair, on a même des exemples. Fait que normalement, les gens qui remplissent le formulaire ne devraient pas être trop embêtés pour le faire. Vous êtes quand même bien impliqué aussi dans la communauté, tout ça. Est-ce que vous avez déjà des idées? Est-ce que l'Ordre du Mérite Nord-Côtier en décide aussi de eux-mêmes sans avoir eu de formulaire nécessairement de quelqu'un ou... Non, on a un jury. Okay. On a un jury là, qui est séquestré là, durant le mois de mars. Quand on a terminé la date limite, eux autres là, se rencontrent. Et à partir de ce moment-là, font le choix. Là, ils font pas le choix. Ils passent les dossiers un par un avec des points, si on veut. Et à partir de ce moment-là, là, on nous recommande là, tel ou tel nom. Là. C'est sûr que d'habitude, on essaie de prendre peut-être une dizaine, 10 à 12 personnes. On peut avoir, comme je te dis, pas de posthume. On peut se ramasser peut-être avec peut-être 13, 14, 15 personnes, mais c'est quand même plus que 10 à 12 là, des personnes ordinaires, si on veut, là, qui sont des personnes extraordinaires, mais pour la formulation. C'est ça. Mais la journée de la cérémonie, ça se déroule comment? Parce que ces gens-là doivent être extrêmement contents de recevoir ça parce que, tu sais, du bénévolat, t'as pas de paye au bout, là. Ta paye, c'est la reconnaissance, finalement. Puis vous, c'est ça que vous apportez, là. Effectivement, c'est toujours le premier dimanche de juin. Alors, cette année, ça va être le dimanche, le 3 juin. Ça commence toujours par la messe, là, à l'église Saint-Joseph. Après ça, les gens, après la messe, on a une petite pause pour dîner, puis on a l'investiture en tant que telle, là, à 13h ou 13h30, là, à la salle Jean-Marc Dion. Par la suite, on est reçu par la ville de Sept-Îles. Et on termine ça par un souper, là, avec toutes les personnes et leurs amis, là, qui sont venus les trouver pour cette journée-là. C'est pas mal la plus haute distinction qu'on peut recevoir sur la Côte-Nord, là. C'est dans toutes sortes de domaines, hein. Il y a des gens qui s'impliquent au niveau des arts, d'autres au niveau des sports. Il y en a qui s'impliquent dans les nombreux organismes sans but lucratif communautaires, l'aide aux autres humains. C'est toutes sortes de monde quand même, hein. Oui, comme tu dis, c'est la plus haute distinction sur la Côte-Nord par un organisme de la Côte-Nord. Alors, et puis bon, les domaines sportifs, culturels, communautaires, religieux, social, en tout cas, comme tu dis, il y a beaucoup de domaines. Alors, tous ces domaines-là sont souvent représentés là, par l'ensemble des gens qui reçoivent qui reçoivent le mérite. Je veux juste te dire en passant des fois, parce que c'est moi qui appelle les gens, puis il y en a qui sont quasiment gênés ou ils se demandent s'ils doivent accepter ça. Ben, je lui dis, regarde, s'il y a des gens autour de vous qui ont pris la peine de vous souligner, c'est parce que vous le méritez. Vous le prenez, puis vous venez à cette île, puis vous dites pas un mot. C'est du correct qu'on va être là. Comment ça se passe le bénévolat avec la nouvelle génération? Parce que je pense que tu peux quand même bien en témoigner en tant que vice-président là, de Hockey Côte-Nord, avec le tournoi Ferro, tout ça. Ça en prend du bénévole. T'sais, on avait une nouvelle qui disait que la Côte-Nord était numéro 1 là, région où il y avait le plus de bénévoles. Mais est-ce que ça se voit dans la nouvelle génération, cette tendance-là? C'est sûr que là-dessus, je vais pas me dire à croire, là, avec toutes les dizaines et les dizaines d'organismes qui ont cette seule, je vais pas me dire à le croire qu'on est dans les premiers à ce niveau-là. Bénévolat, des jeunes, oui, ça dépend des secteurs. C'est sûr qu'il y a encore des vieux de la vieille, souvent dans les mêmes comités, mais je pense que des fois, à l'occasion, on réussit à amener des jeunes
des fois, ils font du bénévolat, puis ils savent même pas. Ils savent même pas. S'ils nous donnent une demi-heure, 1 heure, 2 heures, ils savent même pas qu'ils ont fait du bénévolat, mais au bout de la ligne, c'est ça. Fait que tranquillement, quand ils voient leurs parents, fait qu'il y en a, j'en vois plusieurs des jeunes avec les parents optimistes, puis bon, ça commence tranquillement. Fait que c'est sûr que c'est... mais les jeunes aujourd'hui, avec les familles puis tout ça, ils ont peut-être vraiment pas toujours le temps, là. Souvent, t'en fais un petit peu plus tard. Mais tranquillement, je pense que les jeunes embarquent, là. C'est un bel hommage, puis il y a des écrits qui restent, hein. L'Ordre du mérite Nord-Côtier publie un genre de livre biographique à tous les 5 ans, c'est ça? On met à tous les 10 ans, on met quand même l'ensemble des gagnants. Ça, c'est un livre, ça reste, hein. Dans des années, on va encore se rappeler de ces bénévoles-là. Oui, c'est aux 10 ans, là, comme le prochain va sortir en 2020. Peut-être qu'on essaiera de le placer sur notre site Internet. Là, on verra aussi un peu qu'est-ce que ça donne comme ouvrage, parce que c'est quand même... C'est quasiment de 300 noms, là, fait que c'est sûr que ça fait un gros dossier, mais en tout cas, on verra d'ici temps-là. Et là, ça, c'est pour l'Ordre du mérite. Ton bénévolat au tournoi Ferro, ça va bien, là? On a une grosse organisation de bénévoles expérimentés au Ferro. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas du pain sur la planche à quelques jours de l'événement comme ça, hein? Le comité le moins expérimenté, c'est celui-là de la température. C'est les pas bons de la gang, ça. Je les confédis ce matin, là, on a trouvé un nouveau comité de température. Non, mais... Je pense qu'on va être chanceux, on va peut-être s'éclairer quand même pas si pire avec Il y a toujours une tempête dans la semaine du Ferro. On est chanceux d'arriver avant l'événement. Les dernières années, c'était plutôt du froid que vraiment une tempête. Là. En tout cas, je veux autant qu'il fasse froid qu'il fasse tempête. Mais comme vois-tu, nous, c'est sûr qu'aujourd'hui et demain, on a encore des petites choses à signaler tranquillement pour être prêt pour mercredi 5 heures. Là. Je pense que normalement, là, en bon français, là, si ça commencerait demain matin, on serait prêt, là. C'est clair, depuis quelques années, le Ferro, c'est pas du hockey de haut niveau avec contact qu'on va voir le vendredi soir. C'est nos jeunes. C'est tout aussi le fun pour les novices qui seront à la classique vendredi midi que pour les pee-wee, les bantams, les quelques midgets. On mise sur la masse au tournoi Ferro, là. Effectivement, nous, depuis les dernières années, on a moins d'équipes extérieures qui viennent. Malgré qu'on a 3 équipes, là, du Saguenay, de Lac-Saint-Jean, dans le double lettre, qui est on doit, au contact, encore là, c'est au niveau du Bantam. Mais comme tu dis, c'est un gros tournoi de masse, c'est un gros tournoi où nous, on a toutes les catégories, ce qui est encore rare au Québec. Maintenant, on retrouve presque tous des tournois avec une seule catégorie. Alors nous, je pense que ça permet aux gens de la Côte-Nord de venir se rencontrer, puis de fraterniser, puis de voir les jeunes évoluer. Et puis même que les jeunes, comme tu dis, sont quand même contents de venir au Ferro. On a toujours une belle ambiance. On espère que ça va être la même chose, là, cette année. Ça fait beaucoup de bannières à distribuer dimanche. On est prêt pour tout ça. Des moments forts, là. La classique vendredi midi, on va être là en direct avec notre émission Côte-Nord Attitude. Les finales dimanche. La cérémonie d'ouverture, c'est vendredi soir. Il y a quand même des moments importants qu'on peut surveiller. Soir vers 18h30. Dans ce coin-là, je me trompe pas, on a les jeunes de la MAC 1 qui vont nous faire une petite démonstration. Le lendemain midi, ça va être la MAC 2. Et cette année, on a une nouveauté, comme on vous l'avait mentionné. Là, on a la classe juvénile scolaire. Le sport étudiant, là, au niveau du hockey scolaire. Alors, ça fait une percée. Et puis nous, on y va avec la catégorie juvénile. Là, on a 3 écoles. Puis je pense qu'éventuellement, d'ici quelques années, c'est une classe qui va... oui, ça va être à surveiller, la nouvelle catégorie. Qui va faire partie intégrante là, du tournoi. Valérie, tu sais qu'en plus, à l'Arena, avec Omnisport, on a toujours la meilleure poutine au Québec. Là, faut en profiter pendant le Ferro de ça. C'est pas mal une des bonnes, oui. T'as bien raison. Pierre Gilbert, pour l'Ordre du mérite Nord-Côtier et pour le tournoi Ferro, un gros merci pour ta présence ce midi. Merci bien. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Vous êtes à la recherche de personnel? Saviez-vous que vous pouviez annoncer vos offres d'emploi ici, sur les ondes de votre station Attraction Radio? Une façon efficace et ultra rapide de rejoindre les gens directement dans leur quotidien. En plus, nous offrons un tarif spécial aux entreprises de la région pour les aider dans leur démarche de recherche de personnel. Pour information, contactez l'un de nos représentants au 94.1 Pure FM au 88 962 38 38. Bon, ça, c'est la clé de ma maison. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la clé de... Je sais pas. Ah! Ça, c'est la clé de mon char. Puis ça, c'est mon chauffeur désigné. Je l'aime beaucoup, hein? L'Association des brasseurs vous le rappelle? Quand on prend un verre, on prend pas le volant. Ben oui, c'est là. La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu.
Oui, on va parler de mines de fer, entre autres, à cette chronique La Nouvelle d'intérêt avec Steve Chappado. Bonjour. Bonjour, Jean. Des mines de fer, c'est des choses qu'on connaît. Il y a eu quand même jeudi une rencontre. Monsieur David Catafort qui était ici, il a fait le point. Là, les paris sont ouverts, Steve. Quand est-ce qu'on le salit, le quai multi-usagé, avec du minerai de fer du lac Bloom, là? Ben, c'est sûr qu'on parle du quai multi-usagé. Les travaux du convoyeur sont toujours en cours. On espère, en tout cas, ce qu'on a su la semaine dernière, c'est que le premier chargement de Minerai de fer Québec devrait se faire vers le mois de mars ou en avril. Et là-dessus, mais normalement, les travaux pour le convoyeur qui relie notamment les installations de Cliff au nouveau quai multi-usagé devraient être complétés dans ces délais-là. Donc, on sait que les entrepreneurs locaux qui s'affairent sur ce projet-là, notamment, travaillent extrêmement fort pour respecter les délais, de concert avec les autorités portuaires, de même que les clients, les partenaires du quai multi-usagé. J'imagine qu'à Sept-Îles et sur la Côte-Nord, on le sent, on en profite déjà. On voit les emplois, entre autres, affichés, hein, Champion Iron, Mine de fer Québec, il y a quand même beaucoup d'emplois. Mais depuis quelques mois, là, on le sent qu'on prépare tout ça. Là. On est dans les dépenses. Quand même un projet de près de 400 millions, quand même, la réouverture du lac Bloom. Ben, c'est ça. Tout et partout, lorsqu'on parle uniquement pour le projet de redémarrage, on parle de 325 millions. Si on rajoute là-dessus le prix d'acquisition et le coût, parce que M. Catafort, la semaine passée, nous disait, bon, juste pour entretenir les installations, c'est à peu près 1,2, 1,5 millions par mois qui a dû être injecté par les actionnaires juste pour maintenir les installations en excellent état. Et moi, pour l'avoir visité au mois d'avril dernier, les installations, je peux vous dire, c'est de premier niveau, de premier plan. Et on sait que depuis ce temps-là, il y a eu les travaux pendant la période estivale. Hein, si on se souvient, Minerai de fer Québec avait obtenu 40 millions pour notamment faire des travaux pour le circuit de récupération du minerai. On savait qu'il y avait à peu près 10% de minerai qui s'en allait dans les résidus. Donc, il y a des travaux pour pouvoir justement là, mieux séparer le minerai le fer de la silice. Donc, ça, c'est les travaux qui ont été effectués. Mais de même aussi que les résidus étaient acheminés par camion, justement, dans la fosse qui était située à peu près 2, 3, 4 kilomètres plus loin. Donc, il y a eu des convoyeurs qui ont été élaborés pour ça, pour justement permettre la réduction beaucoup des coûts et également de l'empreinte environnementale. As-tu l'impression que la Côte-Nord va chercher le maximum de retombées d'un projet comme ça, là? Sept-Îles, c'est quand même une base, là, pour aller chercher des retombées. Ben, M. Catafort, lui, il était très transparent aussi. C'est sûr que les entreprises locales, il y a un désir de l'entreprise de travailler avec le milieu, avec les entreprises locales. Ça, fait aucun doute là-dessus. Mais encore faut être compétitif, faut être capable de livrer dans les prix, mais également de la qualité. Ce qu'on sent, c'est qu'à prix égal, c'est bien évident que les entrepreneurs locaux vont être priorisés, mais à condition de livrer la marchandise. Donc, on sait que c'est une entreprise qui est extrêmement sérieuse, qui a établi des partenariats avec la communauté. Et moi, lors du dîner de la semaine dernière, c'est de voir le niveau d'adhésion, notamment avec les Premières Nations. Donc, on sait que notamment Ken Rock qui était présent, mais il a mis en lumière justement la qualité du partenariat entre Minerai de fer Québec et les Premières Nations, la prise en compte justement de leur préoccupation. Puis pour moi, Minerai de fer Québec, la façon qu'ils travaillent avec leurs parties prenantes, que ce soit le milieu de Fermontois ou encore Sept-Îlien avec les Premières Nations, pour moi, c'est vraiment un modèle à suivre. Si on veut voir des projets durables se déployer dans les prochaines années, mais je pense que la façon de faire de Minerai de fer Québec est vraiment un exemple à ce niveau-là. Et là, ils sont là pour des années, hein. Les retombées, c'est pas juste pendant les travaux, la préparation ou le début du projet, c'est pour des années. On a de l'expertise là-dedans. La mine est du côté du Québec, ça peut être différent de d'autres projets. Donc, c'est là pour rester tout ça. Ben effectivement. Puis M. Cataford, il a fait une belle rétrospective du projet du lac Bloom. C'est né avant la Cliff. Hein. C'est Thomson qui a démarré un petit peu le projet vers 2005 avec un prix qui est à peu près à 30 $ la tonne, a construit la mine vers 2009, l'a revendu à Cliff pour 4,9 milliards. Et Cliff, finalement, l'a opéré 3 ans pour finalement déclarer faillite en 2014. C'est spécial comme histoire. Monsieur Cataford disait, les managers locaux, eux, quelques semaines avant la fermeture de la mine, ils étaient en train de faire un shutdown de à peu près 4 à 5 millions de dollars. Donc, ils étaient en train d'investir dans les équipements. Mais finalement, c'est une décision corporative de Cleveland, qui, justement, eux, c'est une stratégie de retrait de l'Est du Canada.
Donc, eux voulaient se concentrer essentiellement sur leurs activités américaines, ce qui a amené justement la mise en faillite, qui malheureusement a créé beaucoup de remous. Mais tout ça, aujourd'hui, finalement, on est dans dans un bon contexte, Jean. On parle de début 2018. Le contexte est des plus favorables pour Minerais de Fer Québec. L'étude de faisabilité prévoyait un coût de revient de près 45 $ la tonne. Puis aujourd'hui, le prix au marché US est de 95 $. Donc, on parle d'un profit de 50 $ la tonne. Si on parle d'un profit net de 50 $ fois 7 millions de tonnes prévues, mais déjà là, pour la première année d'opération, Cliff pourrait générer un profit de 350 millions US. On peut penser que le contexte est favorable pour d'autres projets aussi. Moi, je lisais jeudi dernier un document très récent d'Alderon qui a revu ses chiffres. Ça aussi, l'affaire vaut plus que ce qu'on affiche même sur les sites Internet. Il y a une qualité supérieure, le projet Camille. Il y a d'autres projets de mines de fer qui pourraient voir le jour. On peut être confiant là, pour le 2018 et les suivantes. Alderon, c'est un lac Bloom numéro 2, c'est un copier-coller à peu près 7 millions de tonnes, le fer d'à peu près de la même qualité. Donc, eux aussi, le contexte est extrêmement favorable pour eux. Pour Minerais de Fer Québec, mais la phase 1, ce que j'ai su derrière mes espions, ce qu'ils me disent, là, justement, Jean, c'est que la phase 1 pour Minerais de Fer Québec, ça ne serait qu'un début. Déjà là, on pense qu'une phase 2 serait même dans les cartons, en réflexion. Et pourquoi pas, à ce moment-là aussi, penser à de la deuxième transformation, à de l'usine notamment avec l'usine de bouletage. Donc, quand on regarde l'usine de bouletage à Pointe-Noire, il y a Minerais de Fer Québec qui pourrait constituer un client potentiel. On peut penser aussi à Takora, parce qu'encore là, ce que j'ai su de bonne source la semaine dernière, Takora pourrait livrer son premier chargement en 2018 vers cette île. Donc ça, c'est l'ancienne mine Scully, là. Exactement. C'est du concret, le minerai est pas loin. C'est que le plan d'affaires de Takora serait tellement solide que justement des partenariats ou des discussions sont en cours avec certains entrepreneurs ou aussi avec certains acteurs clés du milieu pour pouvoir acheminer un premier train en 2018 vers cette île. Ils se sont organisés vite, eux autres, tant mieux. Du côté de Takora, là, ça s'est organisé vite. Ils ont fait l'acquisition en 2017, fin 2016, quoi. Comme pour une bouchée de pain, la mine Scully a été achetée pour $1 million et aux environs d'1 million. On prend en charge aussi le passif environnemental pour à peu près une 50aine de millions. Mais le plan d'affaires, justement, on négocie une convention collective déjà avec les métallos du Labrador l'année dernière. Donc, apparemment que c'est un processus de revalorisation du minerai, des résidus de la mine Scully. C'est pas de réopérer la mine Scully, mais de revaloriser justement les résidus. Et apparemment, on aurait d'excellentes nouvelles de Takora peut-être en 2018. Toujours à surveiller ce qui se passe dans la fosse du Labrador. Un petit mot en terminant sur le taux d'intérêt. Est-ce que ça peut nuire au redémarrage de mine? Le taux d'intérêt est en hausse, on l'a mentionné à notre dernière chronique. Bon, les marchés l'ont déjà prévu, cette hausse-là. Ça se reflète notamment dans les coûts du financement à date d'aujourd'hui. Mais comme on l'a mentionné il y a 2 semaines dans notre dernière chronique, Jean, effectivement, la Banque du Canada, la semaine dernière, a haussé son taux d'intérêt de 1/4. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup. Ben oui, c'est que ça peut faire mal à certains ça peut faire mal, surtout que c'est que le contexte économique actuel au niveau du Canada est excellent, notamment. On parlait justement d'un taux de chômage qui est au plus bas, le taux d'activité, le nombre d'heures travaillées par les travailleurs. Au niveau des entreprises, les dépenses en immobilisation, la confiance des entreprises via divers sondages, de même que la création d'entreprises, c'est toutes des données que la Banque du Canada dit, mais finalement, l'économie là va tellement bien que on doit resserrer les conditions de crédit, mais également les économistes prévoient 2 autres hausses au cours de l'année, notamment peut-être vers le printemps ou l'été, de même qu'à l'automne. Donc, on pourrait voir une augmentation additionnelle d'à peu près 0,1% du taux d'intérêt d'ici la fin 2018. À surveiller, l'ombre au tableau, c'est la négociation de l'ALENA. Il y aura peut-être du développement cette semaine. Ça pourra peut-être être un des sujets de notre une prochaine chronique. Ça touche des industries comme les mines, les forêts également, l'aluminium. Beaucoup. Donc, c'est sûr qu'on va regarder un œil là-dessus. Donc, ça peut, tout ce qui peut toucher nos entreprises ici à cette île de façon directe ou indirecte, c'est bien évident qu'on va faire le point là-dessus. Steve Chappado, un gros merci pour cette chronique. Merci à vous. La nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse d'économie Desjardins-des-Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Et à
16h02, il nous reste à vous souhaiter un bon après-midi. Merci d'avoir été à l'écoute de Côte-Nord Attitude en ce lundi midi. Demain, Jean, tu seras avec Tommy. Déjà, est-ce qu'on a une petite idée de ce qui s'en vient? On va s'entretenir entre autres avec la directrice de l'école Duboisé. Il y a tellement des beaux projets à Duboisé, dont celui d'un vélobus. Ouais, pour le vrai. Raccrochage des garçons. Ça a été lancé vendredi après-midi, ça, et on en parle demain à Côte-Nord Attitude. On vous souhaite une belle journée. Habillez-vous chaudement pour aller à l'extérieur également, parce que c'est quand même assez frais. Bye bye. Au revoir.